allez faire quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la réalité, et qu'on peut faire grâce à la réalité virtuelle, c'est traverser le mur pour pouvoir rentrer dans le couloir. C'est une visite extraordinaire qui a été offerte aux scientifiques et aux membres de la Société française d'égyptologie. Incroyable. Non, c'est impressionnant. Équipés de casques de réalité virtuelle, ils ont en effet pu pénétrer à l'intérieur de la pyramide de Khéops et découvrir une pièce jusqu'alors inconnue. Un couloir situé sur la face nord, dans lequel, aujourd'hui encore, personne ne peut entrer. Et là, voilà, vous faites partie des premiers à pouvoir visiter ce couloir qui n'a pas été vu depuis 4500 ans. Fabuleux. Nous sommes en octobre 2024 à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. L'équipe de la mission Scan Pyramide vient de révéler en exclusivité les dernières avancées de l'un des projets archéologiques et scientifiques les plus innovants de ce début du XXIe siècle. Pour mieux comprendre, il faut remonter 10 ans en arrière. En 2015, des scientifiques, des ingénieurs et des artistes venus du monde entier décident, cette année-là, d'associer leurs compétences multidisciplinaires pour ausculter la Grande Pyramide avec des technologies non invasives. Radar à pénétration de sol, ultrasons, détecteurs de petites particules spatiales qu'on appelle des muons, autant de techniques qui ont permis de voir à travers la matière et de détecter, dès 2016, un vide inconnu situé derrière les chevrons de la face nord. Mais de nombreux égyptologues restent sceptiques. Ils ne sont pas convaincus par la pertinence de ces technologies. L'équipe de Scan Pyramide ne se décourage pas pour autant. Les investigations se poursuivent à l'intérieur du monument et en novembre 2017, nouvelle annonce. Cette fois, c'est une énorme cavité qui a été localisée au-dessus de la Grande Galerie. Baptisée Scan Pyramids Big Void, elle mesure au moins 40 mètres de long et occupe un volume comparable à celui de la Grande Galerie. La découverte, validée par 3 techniques de myographie différentes, fait alors l'objet d'une publication dans la très sérieuse revue scientifique Nature, et de nombreux articles de presse en font une des plus importantes découvertes scientifiques de l'année 2017. Durant les années suivantes, les recherches se concentrent à nouveau sur l'espace repéré derrière les chevrons de la face nord. En 2023, la présence de cette structure architecturale observée en 2016 est reconfirmée grâce aux muons, au radar et à l'ultrason. Il s'agit d'un couloir qui mesure 9 mètres par 2. Baptisé Scan Pyramids North Face Corridor. Ses caractéristiques précises sont publiées cette année-là dans 2 revues scientifiques. Mais les chercheurs de Scan Pyramide veulent en savoir plus. On voit des mortiers. Donc c'est comme si c'était des blocs qui ont été poussés pour boucher. Impossible d'aller plus loin pour affiner les résultats obtenus, sans imaginer de nouvelles techniques d'exploration minimalement invasives. À travers le joint de mortier situé entre 2 pierres, ils vont donc introduire une petite caméra endoscopique pour photographier et filmer l'intérieur de la pièce. Est-ce qu'on en tout cas, on voit bien le sol, là. 2000 clichés pris sous un maximum d'angles sont ainsi collectés, ce qui a permis de reconstituer un jumeau virtuel en 3 dimensions du couloir. On appelle cela de la photogrammétrie. Pour vérifier la précision de cette reconstruction, un nuage de points a également été réalisé avec un lidar miniature. Et c'est donc ce modèle tridimensionnel qui a permis de créer les premiers plans architecturaux d'une pièce dans laquelle aucun humain ne peut pénétrer aujourd'hui. Le jumeau virtuel inédit de cette structure est désormais à la disposition à l'échelle 1:1 pour d'autres chercheurs. La mission Scan Pyramide démontre que ténacité et méthodes scientifiques rigoureuses peuvent faire progresser les technologies et la connaissance. On a fait des découvertes dans cette pyramide. On va enfin faire évoluer la coupe de cette pyramide avec d'énormes découvertes. À l'occasion du 10e anniversaire de la mission, le documentaire Khéops Mystérieuse Découverte est mis en ligne gratuitement pour vous faire revivre la genèse et les coulisses de cette aventure humaine extraordinaire, au cœur de la dernière des 7 merveilles du monde encore debout.
Mystérieuse pyramide d'Égypte. Il y a 4500 ans, des pharaons en quête d'immortalité ont fait édifier ces spectaculaires montagnes de pierre. Aucune momie royale, aucun mobilier funéraire n'a jamais été retrouvé à l'intérieur de ces tombeaux gigantesques. Le plus impressionnant d'entre eux, la pyramide du pharaon Khéops, est restée le plus haut monument jamais construit par l'homme pendant des millénaires. Les Égyptiens ont réussi à construire cette merveille architecturale alors qu'ils ne connaissaient ni la roue ni le fer. Depuis toujours, on la soupçonne de dissimuler en son sein d'autres pièces mystérieuses. Un papyrus relate l'obsession du pharaon Khéops pour ses chambres magiques qu'il voulait construire à l'intérieur de sa pyramide. Cette vieille légende a traversé les siècles, inspirant des centaines d'explorateurs. Mais peut-on encore découvrir de nouvelles pièces ou des couloirs inconnus au cœur de la Grande Pyramide? Une mission scientifique internationale, baptisée Scan Pyramids, a décidé de relever cet immense défi sans endommager une seule de ces pierres. La devise de ces scientifiques est simple. Ce n'est pas parce qu'un mystère est vieux de 4500 ans qu'on ne peut pas tenter de le résoudre. Leur quête, voir à travers la Grande Pyramide de Khéops grâce à une équipe multidisciplinaire qui compte des ingénieurs en infrarouge thermique, des experts en modélisation et simulation 3D et des chercheurs en physique des particules. Et si de nouvelles découvertes devenaient possibles grâce à d'infimes particules provenant du fin fond de l'univers? Ces explorateurs de tous horizons se sont mesurés à ce défi de taille. Comment sont-ils parvenus à découvrir ce que beaucoup cherchent depuis des siècles? Un an après avoir démarré son investigation scientifique, la mission Scan Pyramids est sur le point d'annoncer un premier résultat extraordinaire à un panel d'égyptologues experts en pyramides. Derrière la face nord de la Grande Pyramide, ils ont détecté un nouveau passage. Là, derrière ces blocs. On voit des mortiers. Donc c'est comme si c'était des blocs qui ont été poussés pour boucher. On a la preuve à présent qu'on a un vide derrière cette zone. La question est maintenant de savoir si cet espace est juste derrière ou un peu plus bas. Sous ces énormes chevrons se trouve l'entrée principale de la pyramide, le couloir descendant. L'équipe a détecté juste au-dessus quelque chose qui ressemble à un autre début de couloir. Vers où mène-t-il? Est-il connecté à d'autres couloirs ou chambres secrètes? À la momie du roi Khéops que l'on cherche depuis des siècles? Des millénaires de pillage ont brouillé les cartes. Le seul tombeau de pharaon jamais retrouvé quasi intact est celui de Toutankhamon, découvert en 1922 dans la vallée des rois, à 500 km des pyramides du Caire. Né plus de 1000 ans après Khéops, Toutankhamon n'a régné que quelques années et n'a légué aucun monument à la postérité. Si son nom est parvenu jusqu'à nous, c'est sans doute parce que sa tombe est la seule tombe royale découverte dans son état d'origine, recelant l'un des plus fabuleux trésors jamais trouvés. Ironie de l'histoire, du pharaon Khéops, on n'a retrouvé ni statue, ni trésor. On ne connaît de lui qu'une minuscule figurine en ivoire, alors qu'il a légué le plus imposant des monuments antiques. Si les premiers résultats de la mission se confirment, l'équipe pourrait bien être sur le point de faire la découverte du siècle en Égypte. Annie Elal et Mehdi Tayoubi sont les deux concepteurs et coordinateurs du projet Scan Pyramids. Ils ne sont pas égyptologues, mais ils ont consacré plusieurs années de leur vie à l'innovation, à la recherche et au patrimoine égyptien. Comment sont-ils parvenus à ce résultat?
Pourquoi réussissent-ils là où tant d'autres ont échoué auparavant? Pour comprendre l'importance de leur nouvelle découverte, il faut d'abord voyager dans le temps, se mettre dans les pas de ceux qui les ont précédés. Pendant des siècles, la pyramide de Khéops est restée inexplorée. Cet énigmatique tombeau ne fut ouvert qu'en l'an 833 par un calife féru de science et de mystère. Le calife Al-Mamoun fut l'un des plus grands mécènes de son temps. Il aimait être entouré d'astronomes, d'alchimistes, de géographes et de savants en tout genre. Salima Ikram, égyptologue basée en Égypte depuis 30 ans, s'est plongée dans les récits des historiens arabes de l'époque. Voici l'entrée de la Grande Pyramide. Mais elle n'a pas toujours été là. Au IXe siècle, le calife Al-Mamoun était déterminé à pénétrer dans les pyramides. Mais à l'époque, elles avaient un tout autre aspect. Elles étaient recouvertes de calcaire blanc et brillant. Il avait eu vent de rumeurs disant qu'à l'intérieur, il y avait des choses extraordinaires, des cartes du monde, toutes sortes de trésors. Pas seulement de l'or et de l'argent, mais des objets magiques. Ça l'intéressait beaucoup parce que c'était un scientifique. Pour ouvrir la pyramide de Khéops, Al-Mamoun réunit autour de lui une large équipe d'ouvriers, mais aussi les meilleurs architectes et ingénieurs de l'époque. Il s'est dit que l'entrée d'origine devait être par ici, et ils ont commencé à marteler. Leurs outils métalliques cassaient constamment. Il y avait donc des gens pour les affûter, des forgerons qui travaillaient sans arrêt pendant que les ouvriers essayaient de se frayer un passage dans la pyramide. Mais ils n'y arrivaient pas. Alors ils ont opté pour une vieille méthode déjà utilisée par les Égyptiens dans les carrières. Cela consistait à faire un très grand feu et à arroser d'un coup avec du vinaigre. Et quand le vinaigre entrait en contact avec la roche, elle se fissurait, explosait et se fracturait. C'était alors plus facile d'ouvrir un chemin dans la pyramide. Il faut imaginer la poussière, les coups de burin, les éclats de calcaire, les ouvriers en sueur, respirant à peine, avançant péniblement pendant des mois, commençant à se décourager, jusqu'à ce qu'ils rencontrent un obstacle inattendu. Ils se sont retrouvés devant un énorme bloc de granit. Ils ont réussi à le tailler, mais on en trouvait d'autres derrière. Pas seulement un, mais plusieurs. Alors au lieu de continuer comme ça, ils ont habilement contourné les blocs en taillant dans le calcaire plus tendre. À partir de là, ils étaient presque sûrs de trouver quelque chose à l'intérieur de la pyramide, puisqu'il y avait des passages menant clairement quelque part. En contournant ces blocs de granit, ils accèdent enfin au couloir descendant et s'enfoncent 30 mètres sous terre, découvrant une chambre inachevée creusée dans le socle rocheux. Mais là, ni sarcophage, ni trésor à la mesure de l'exceptionnel tombeau. Tout ce qu'ils ont trouvé là, c'est cette pièce avec de la suie au plafond. Ils ont compris que des gens étaient entrés pendant l'Antiquité. Les Grecs et les Romains avaient certainement visité l'endroit avant eux. Selon certains égyptologues, cette chambre souterraine fut dans l'Antiquité un lieu de culte voué au dieu Sokar, un dieu solaire, symbole de résurrection. Pèlerins et prêtres auraient emprunté le couloir descendant, alors ouvert avant qu'il ne soit refermé et oublié sous les sables pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée d'Al-Mamoun. Les blocs de granit bloquant l'accès au couloir ascendant avaient empêché les visiteurs de l'Antiquité de pénétrer au cœur même de la pyramide. Mais cet obstacle de taille, conçu par les bâtisseurs de la pyramide afin qu'elle reste inviolée, Al-Mamoun et son équipe ont réussi à le contourner.
Ils ont alors gravi ce couloir ascendant, découvrant un autre couloir, débouchant sur une autre chambre. Vide, elle aussi. Ils ont baptisé cette pièce « Chambre de la Reine », imaginant sans doute que le roi Khéops avait réservé cette pièce pour son épouse. À la lumière de leurs torches, ils ont ensuite exploré la grande galerie, haute de 8 mètres et longue de près de 50 mètres. Quand Al-Mamoun et son équipe sont arrivés là, ils s'éclairaient à la torche. Il y avait sans doute des chauves-souris volant dans tous les sens pour ne pas se brûler. Ça a dû être une expérience extraordinaire d'entrer dans cette structure étonnante pour la première fois. C'est vraiment l'une des plus fascinantes réussites architecturales du monde antique. Au bout de cette galerie énigmatique, les attendait une autre preuve éclatante du génie des constructeurs égyptiens. La chambre dite du roi, avec son plafond plat entièrement construite en blocs de granit magnifiquement ajustés. Al-Mamoun, cependant, espérait trouver bien plus à l'intérieur de cette pièce singulière. Et au fond de la pièce, ils ont découvert le sarcophage du roi. La pièce et le sarcophage étaient complètement vides. Les gens s'attendaient à ce qu'Al-Mamoun trouve la dépouille du roi dans un plastron en or couvert de bijoux et d'objets précieux, mais aussi des cartes, de la terre et du ciel. En tout cas, ils n'ont rien trouvé de ce qu'ils avaient espéré. J'imagine qu'Al-Mamoun et ses hommes ont été très déçus. Depuis cette époque, aucune autre pièce d'un volume comparable à celle découverte par Al-Mamoun n'a été trouvée. Pourtant, de nombreux explorateurs ont continué à chercher ces pièces mystérieuses au fil des siècles. Comment expliquer la persistance de cette légende ? La réponse se trouve peut-être au musée d'égyptologie de Berlin, où un papyrus datant de 1700 avant Jésus-Christ est précieusement gardé. Le papyrus Wescar évoque des légendes du temps du roi Khéops. L'une d'elles raconte l'intérêt du pharaon pour les plans du sanctuaire du dieu Thoth, le dieu du savoir. Thoth, représenté avec une tête d'ibis, était aussi le patron des architectes et des astronomes. Le texte raconte que Khéops avait fait venir à la cour le magicien Djedi afin qu'il lui révèle les plans des chambres du sanctuaire de Thoth. Bien sûr, d'un côté, on ne sait rien de précis à propos de ces chambres. Mais d'un autre côté, il y a aussi un commentaire du narrateur qui dit « Le pharaon a cherché ces chambres pendant longtemps, pour son propre horizon. Arrête, pour son propre horizon. » L'horizon de Khéops, c'est sa pyramide. C'est ainsi qu'il l'avait baptisée. Selon cette légende, Khéops se serait inspiré de l'architecture sacrée du dieu Thoth et aurait fait construire dans sa pyramide des chambres secrètes recelant des livres magiques où toute la connaissance ésotérique de l'époque aurait été consignée. Au XIXe siècle, explorateurs et aventuriers européens reprennent de plus belle les recherches. Certains n'hésitent pas à explorer les pyramides à coups de dynamite, laissant à jamais d'impressionnantes cicatrices à l'intérieur et à l'extérieur de ces sublimes monuments. Dans la seconde moitié du XXe siècle, l'exploration du tombeau de Khéops connaît une ère nouvelle, grâce à la technologie. En 1986, une mission scientifique française, baptisée Opération Khéops, sonde la pyramide pendant plusieurs mois. Les architectes à l'origine du projet cherchent une chambre secrète localisée, selon eux, sous la chambre du roi. Mais les centaines de mesures effectuées à l'intérieur et à l'extérieur de la pyramide ne détectent rien à cet endroit. Elles les orientent plutôt vers le couloir de la chambre de la reine.
On pense avoir localisé des magasins ou des antichambres. Donc c'est là. Malheureusement, les forages ne révèlent rien d'autre que la présence de sable très fin à l'intérieur de la structure. Hani Elal, alors ingénieur en mécanique des roches, faisait partie de la mission. On n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, mais on a trouvé des sables, ce qui était mal connu. Personne ne savait que les anciens mettaient des sables entre le bloc. Dans les années 90, l'enquête se poursuit grâce à des robots miniatures créés sur mesure pour explorer les petits couloirs qui partent de la chambre de la reine. Personne ne sait alors jusqu'où mènent ces conduits dits d'aération. Le premier à tenter l'aventure est un robot allemand conçu par l'ingénieur Rudolf Gantenbrink. Équipé d'une petite caméra, il s'engouffre dans ce boyau de seulement 21 cm de section. Après 65 mètres de progression difficile, il bute sur une dalle de calcaire portant 2 énigmatiques agrafes en bronze. Cette découverte intrigue les égyptologues. Quelques années plus tard, le directeur des antiquités de l'époque, le docteur Zahi Hawass, reprend à son compte cette exploration. Il est très important de savoir que Khéops a écrit un livre sacré et que ce livre est peut-être derrière cette porte. Il décide de percer la plaque pour voir ce qui se cache derrière. Un grand show égyptologique qui se déroule en direct devant des dizaines de millions de téléspectateurs. Ok, les lumières sont allumées. Vous pouvez voir la caméra avancer sans problème vers le trou. Zahi, commentez-nous ce qu'on voit. La caméra avance, mais on ne voit rien du tout. Ok. Oh mon Dieu, regardez ça. Mais on ne découvre qu'un minuscule réduit, vide, de 19 cm de longueur. Et pas le moindre livre de Khéops. En 2010, un nouveau robot plus performant, baptisé Jedi, du nom du magicien consulté par Khéops, est envoyé dans les mêmes conduits. On découvre quelques graffitis laissés par les constructeurs de la pyramide. Une équipe menée par Mehdi Taïoubi est partenaire de cette mission. On se trouve confronté à la réalité, notamment tout ce qui va concerner par exemple la transmission des données du robot vers les ingénieurs, qui va concerner des petits obstacles qu'on n'a pas forcément prévus dans la réalité virtuelle. D'où cette envie en fait qui a émergé à l'époque du projet Jedi, de dire il y a plein de théories qui existent sur les pyramides de l'Ancien Empire. Est-ce qu'il n'existe pas d'autres techniques qui ne sont pas issues du monde de l'égyptologie, qui nous permettraient de voir à travers la pyramide, sans y toucher, et vérifier s'il existe des structures inconnues dans ces grandes pyramides. Hani Elal et Mehdi Taïoubi se rencontrent en 2013. Tout de suite, le courant passe entre les deux hommes. Après avoir été ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, Hani Elal est aujourd'hui professeur à la faculté des ingénieurs de l'Université du Caire. Cette institution, créée il y a 2 siècles, a pour emblème le dieu Thoth, dieu du savoir et de la connaissance, patron des ingénieurs et des architectes, celui-là même qui inspira le pharaon Khéops. Mehdi Taïoubi est spécialiste en stratégie d'innovation. Il dirige au sein de Dassault Systèmes de nombreux projets à la croisée de l'art, de la science et de la technologie. Le patrimoine égyptien fascine son équipe d'ingénieurs en réalité virtuelle et en simulation 3D. En 2009, ils ont conçu avec l'égyptologue Peter Dermanuelian une reconstitution en réalité virtuelle de l'ensemble du plateau de Gizeh, où se trouvent les 2 plus grandes pyramides jamais construites, celle du pharaon Khéops et de son fils Khéphren. Grâce au projet Gizeh 3D, nous pouvons interroger et explorer le plateau de Gizeh d'une façon nouvelle, que ce soit depuis les airs ou à l'intérieur de la grande pyramide, ou même sous terre pour voir les tombeaux. Mon objectif est de combiner les histoires de l'exploration du plateau de Gizeh, passée, présente et future, et de les rendre accessibles d'une façon unique.
Forts de leur expérience, les deux hommes cofondent l'Institut HIP dédié à l'innovation et au patrimoine qui réunit institutions scientifiques, industriels, ingénieurs et artistes. Leur objectif ? Voir à travers les pyramides. Pendant 2 ans, ils se préparent et cherchent les meilleures techniques non invasives adaptées à ces géants antiques. On a réuni au sein de la mission Scan Pyramids différentes disciplines technologiques. La première, d'utiliser les techniques de simulation et de 3D, notamment avec les ingénieurs Dassault Systèmes, nos partenaires chez Emissive, permettant en fait de préparer au mieux la mission grâce aux simulations. Et on a réuni autour de nous des experts en thermographie infrarouge, comme Jean-Claude Barré, comme l'Université Laval de Québec, pour pouvoir observer en fait les pyramides à différents horaires de la journée et déceler des anomalies, laissant penser qu'il peut y avoir ou non un vide derrière les faces des pyramides. Et surtout, ils font appel à des experts en particules cosmiques, à des physiciens spécialisés dans l'étude des muons. Les muons sont des particules élémentaires infiniment petites qui bombardent en permanence la Terre et peuvent traverser la matière. Ces muons leur permettent de voir des différences de densité à travers des bâtiments ou des volcans. Ils peuvent ainsi détecter des montées de lave et alerter les populations en cas d'éruption prochaine. Mais il est beaucoup plus facile de détecter du magma à l'intérieur d'un volcan que des petites cavités à l'intérieur d'une pyramide. Leur grand défi consiste donc à adapter leur technologie et leurs dispositifs aux pyramides d'Égypte. Nous ont rejoint l'université de Nagoya, l'université japonaise de Nagoya, le KEK qui est au Japon, et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives en France. Le premier défi est de grouper l'équipe. Imaginez-vous, vous avez des équipes françaises, des équipes canadiennes, des équipes japonaises, des équipes égyptiennes qui doivent travailler ensemble avec différentes cultures, différentes méthodes de travail, différentes approches. Imaginez-vous que vous allez déposer la demande aux antiquités égyptiennes. Il faut justifier la demande et pourquoi une grande équipe comme ça. Les efforts déployés par Annie Elal et Mehdi Tayoubi sont finalement récompensés. La mission Scan Pyramids est officiellement lancée devant la presse internationale. Cette aventure unique se déroulera sous l'égide du ministère des Antiquités, de la Faculté des ingénieurs du Caire et de l'Institut HIP. Nous sommes une équipe de scientifiques neutres. Nous ne prenons pas parti. Il y a plusieurs théories sur la construction des pyramides. Notre mission, c'est de chercher des preuves, de vrais indices. Tous nos résultats seront soumis et analysés par un groupe d'égyptologues du ministère des Antiquités. L'objectif est d'utiliser les dernières technologies les plus avancées et voir aussi si ces technologies fonctionnent pour les pyramides. Aujourd'hui, c'est aussi le pari que l'on fait. L'équipe internationale de Scan Pyramids est au complet pour l'événement. La promesse de prochaines découvertes dans les pyramides d'Égypte fait rapidement le tour du monde. They hope advanced technology will help where previous attempts have failed. Egypt's ancient pyramids continue to hide many secrets, but cosmic particles may help unravel their mysteries. Mais d'où viennent ces particules cosmiques et comment peuvent-elles permettre de voir à travers les pyramides? Aux confins de notre galaxie, lorsqu'une étoile en fin de vie explose, elle libère une formidable quantité d'énergie qui rayonne dans l'univers. En rencontrant l'atmosphère terrestre, ce rayonnement se divise en plusieurs types de particules de haute énergie, dont les muons. Sur Terre, il tombe environ 10 000 muons par mètre carré à la minute. Les muons se déplacent en ligne droite. En fonction de la densité de la matière qu'ils traversent, ils perdent peu à peu leur énergie, jusqu'à se désintégrer.
La mission scientifique veut placer ces détecteurs de muons principalement à l'intérieur des pyramides. Ces capteurs vont enregistrer les muons qui passent dans leur champ de vision comme un appareil photographique capture des photons. Et ces données vont permettre aux scientifiques de réaliser une sorte de radiographie des pyramides. C'est le docteur Kunihiro Morishima de l'université de Nagoya qui a été choisi pour démarrer la mission muographie. Cet expert en physique des particules est aussi un passionné d'histoire et de pyramides. Je connais les pyramides depuis mon enfance, car j'ai toujours été impressionné par leur taille et leur forme. Il y a déjà des chambres à l'intérieur des pyramides que les pharaons ont fait construire. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres, encore secrètes? C'est pour cela que les pyramides passionnent autant les gens, y compris moi. Mais avant d'être autorisé à investir la pyramide de Khéops, le docteur Morishima doit valider sa technique en prouvant qu'il peut voir une chambre déjà connue dans une autre pyramide dont on connaît la structure interne. Cette pyramide, située à quelques dizaines de kilomètres du Caire, a été construite par le père de Khéops, le pharaon Snéfrou. On l'appelle la pyramide rhomboïdale, en raison de sa forme géométrique particulière, avec deux angles d'inclinaison de la pente. Pour détecter les muons, le docteur Morishima a mis au point des films à émulsion. Ces films sont très fragiles et doivent être protégés de la chaleur. Les scientifiques japonais s'équipent pour braver la poussière accumulée dans cette pyramide qui n'a jamais été ouverte au public. La taille est vraiment impressionnante. Il n'y a que 1% des muons qui pénètrent à l'intérieur. Et malgré cela, c'est quasiment la seule technologie qui permet d'obtenir des images détaillées de l'intérieur. Je suis donc très excité à l'idée d'utiliser cette méthode et de défier un monument aussi mystérieux. L'entrée principale, comme dans la plupart des pyramides, se trouve sur la face nord. En bas de ce couloir, une échelle leur permet d'accéder à la chambre basse. C'est dans cette pièce que les capteurs de muons seront disposés. L'escalier mène à la partie supérieure de cette chambre, d'où part un boyau, creusé dans les blocs de calcaire. Ce tunnel, qui date de la construction de la pyramide, permet d'accéder à l'autre chambre funéraire, la chambre haute. Les films à muons devront la détecter si la technique fonctionne bien comme prévu. C'est vraiment extraordinaire. 4500 ans. Même en haut, les pierres sont si bien assemblées. Dire que cette pièce subsiste depuis tout ce temps. Installer les films est relativement simple, car aucune alimentation électrique n'est nécessaire. Chaque emplacement a été bien réfléchi lors de la conception de la mission. Mais pour garantir la fiabilité des données, cette tâche exige concentration et minutie.
L'horizontalité des plaques doit être impeccable pour garantir des résultats irréprochables. Dans la pyramide rhomboïdale, les conditions n'étaient vraiment pas du tout propices à l'installation des appareils. On était dans le noir complet, avec en plus des chauves-souris et beaucoup de poussière. Si ces calculs sont justes, les films vont capter tout ce qui se trouve dans un champ de 100 degrés au-dessus d'eux, et notamment la chambre haute. S'ils ne la détectent pas, si le test échoue, la mission s'arrête, la technique n'ayant pas fait ses preuves. Mais cette radiographie requiert un long temps de pause. L'exposition au muon devra durer 40 jours. 40 jours pendant lesquels l'équipe de Scan Pyramids attendra fébrilement les résultats de cette première myographie, espérant son succès. Pendant ce temps, les jeunes ingénieurs de l'Université du Caire préparent la suite de la mission. Grâce à des scanners 3D, ils enregistrent les dimensions exactes de l'architecture externe et interne des pyramides. Ces données sont ensuite envoyées à Paris. Là, Pierre Gable les récupère et les utilise pour reconstituer en 3D des modèles ultra précis de la pyramide de Khéops et de la pyramide rhomboïdale. À partir de là, le savoir-faire consiste à préparer les médias pour qu'ils soient exploitables dans des simulateurs, donc, notamment celui de Benoît. Donc c'est encore beaucoup de travail derrière. L'ingénieur Benoît Marini a contribué à la préparation scientifique de la mission. Il développe maintenant un simulateur qui permettra d'aider les experts en myographie à analyser leurs résultats. Ce qui est fait dans le simulateur, c'est en prenant la connaissance de la pyramide avec les structures internes connues, je crée l'image que théoriquement le capteur devrait voir. Et après on s'intéresse à dire, tiens, à cet endroit-là, il y a une tâche qui est différente, quelque chose qui est différent, ça veut dire que dans cet axe-là, il y a un vide. Cet outil est un véritable atout, car il fonctionne en temps réel, contrairement aux simulateurs déjà existants. On va enfin savoir si l'expérience est concluante. Le docteur Morishima vient de récupérer ces films laissés 40 jours dans la pyramide rhomboïdale. Il les emmène immédiatement dans un laboratoire flambant neuf, mis à sa disposition dans le tout nouveau grand musée égyptien. L'urgence est de stopper la sensibilité des films afin de ne garder que les traces de muons prises à l'intérieur de la pyramide. Plus que 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pour cela, il doit les développer comme on le fait avec une pellicule photo. Le processus est très similaire au développement argentique. Produits chimiques, fixateurs, rinçage, séchage. Aujourd'hui, on a développé 40 films. Donc aujourd'hui, on termine le développement. Ouais. C'est quoi ça? C'est arraché ici. Hein? Ah, ça c'est pas bon ça. Le déroulé des opérations doit être très précis afin de garantir la qualité des résultats. C'est mieux que ce que je pensais. Pour le docteur Morishima, la traque des muons peut commencer. Ah, je vois quelque chose. C'est bien que les films ne soient pas noircis. C'est ce qui m'inquiétait le plus. Ils se déplacent tout droit.
En changeant la profondeur, on le voit aller vers le haut. Il bouge comme ça. Les films ont enregistré des millions d'autres trajectoires de muons. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Il faut maintenant les analyser en détail, et ce travail ne peut se faire que dans un seul endroit au monde. De retour au Japon, l'équipe de Nagoya scanne les films un par un grâce à une machine spécialement conçue à cet usage qui n'existe que dans leur laboratoire. C'est à la fois un scanner et un microscope. Mehdi Tayoubi et Benoît Marini ont fait le déplacement tout spécialement de France pour suivre ce processus à la pointe de l'innovation. Alors, quelle est la résolution totale des capteurs? Le capteur est de 0,45 microns. C'est une sorte d'image ultra précise que vous obtenez. Oui. C'est peut-être le plus gros appareil photo, une des plus grosses images qui est créée au monde en un seul shot, avec 70 capteurs. Cette machine détecte les infimes traces laissées par les muons qui ont traversé la pyramide. Elle enregistre toutes les informations qui permettront de reconstruire leur trajectoire. Grâce aux algorithmes et à cette énorme puissance de calcul informatique, toutes les traces de particules qui ne sont pas des muons sont automatiquement filtrées et écartées. C'est pour ça que vous avez 36 ordinateurs, une machine pour 2 capteurs. C'est ça. Malgré cette machine exceptionnelle, il faut plus de 4 semaines pour scanner tous les films. 4 semaines pendant lesquelles les étudiants du docteur Morishima se relaient nuit et jour, pour enfin voir apparaître la première image muographique de la pyramide rhomboïdale. C'est en train de s'actualiser. On va enfin pouvoir voir quelque chose. Peut-être une chambre. Ça y est. Ça arrive, ça arrive. J'ouvre. Va-t-on voir la chambre haute? Le sort de la mission Scan Pyramids dépend de cette image. C'est la pyramide, on voit les arêtes. Voici le flux. On voit bien la forme en croix. Au sommet, c'est plus faible. Un œil averti reconnaît facilement les 4 faces de la pyramide et le sommet se distingue bien en jaune, au centre. Mais ce qui intéresse vraiment l'équipe du docteur Morishima est imperceptible pour le néophyte. Il y a un endroit où il y a beaucoup de muons qui arrivent. Donc ça doit être là. Ici, on retrouve la même chose, même si on a moins de données. On peut affirmer que l'on voit bien une chambre. Ces quelques pixels plus rouges représentent-ils la chambre haute que ces films sont censés détecter? Pourrait-il aussi voir apparaître une cavité jusqu'alors inconnue? Ensuite, une fois qu'on verra plus précisément cette chambre, on pourra voir s'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Après, concernant le nombre de mètres et la profondeur visible avec ces données, il faudra comparer avec la simulation. Et tu veux que je me mette à l'intérieur? L'équipe du docteur Morishima découvre le travail de Pierre Gable et sa reconstitution en 3D de l'architecture intérieure de la pyramide rhomboïdale. C'est ensuite au tour de Benoît Marini de présenter son simulateur en muographie. Ce simulateur permet de reproduire des résultats théoriques de muographie et de les confronter aux résultats réels. Si par exemple, on suppose l'existence d'une chambre d'un volume X dans la pyramide, on peut en produire la trace muographique. Je pensais pas que ça marche aussi bien. Ce simulateur confirme que l'équipe de Nagoya a bien détecté la chambre haute grâce aux muons. En revanche, aucune nouvelle cavité n'a été découverte.
Sans perdre de temps, toute l'équipe de Scan Pyramids se rend au Caire pour présenter ses premiers résultats aux autorités égyptiennes. C'est à Hani El-Al que revient la charge de familiariser les membres du comité permanent du ministère des Antiquités avec des notions scientifiques assez éloignées des connaissances habituelles d'un égyptologue. Pendant les 40 jours où les films à émulsion ont été exposés aux muons dans la pyramide rhomboïdale, ils ont enregistré 10 millions de muons. Je vous le dis pour que vous vous rendiez compte du volume de données qui doit être traité. Il doit convaincre les membres du comité que la muographie est parfaitement respectueuse de l'intégrité des pyramides et qu'elle est capable de produire des résultats fiables. C'est comme si j'étais allongé sur le dos et que je regardais vers le haut. Disons que je suis à la place des films. C'est comme si j'étais allongé sur le sol de la pièce. Les résultats de la muographie montrent que les films à émulsion du docteur Morishima ont permis de détecter la chambre haute depuis la chambre basse. On a montré que la technique marche. Et c'est là où ils étaient convaincus que la technique est valable. Il nous a laissé continuer sur Khéops. Le comité se prononce en faveur de la poursuite de la mission. Mais il prend une autre décision. Scan Pyramids devra soumettre ses prochains résultats à une équipe d'égyptologues dirigée par le plus médiatique d'entre eux, le docteur Zahi Hawass. Quand le docteur Zahi Hawass est nommé à la tête d'un comité d'égyptologues, je suis un petit peu surpris au début, puisque l'objectif c'était avant tout de donner des résultats sur la présence de structures, et puis ensuite que les égyptologues nous les interprètent. Mais je n'imaginais pas que des égyptologues pouvaient valider des procédés scientifiques issus de la physique des particules. Donc au début, je suis un peu surpris, mais je me dis que c'est une opportunité. C'est l'opportunité de commencer le dialogue, finalement un petit peu plus tôt que prévu, avec cette discipline qu'est l'égyptologie. Après la réussite de ce test grandeur nature sur la pyramide rhomboïdale, l'équipe va enfin pouvoir se lancer à l'assaut du plus mystérieux de tous les tombeaux, celui du pharaon Khéops. Avant que les experts en muographie ne prennent possession des lieux, les spécialistes en infrarouge thermique vont essayer de déceler sur la grande pyramide des anomalies, des points d'intérêt qui pourraient indiquer la présence d'éventuelles cavités. Jean-Claude Barré, expert en thermographie infrarouge, et Clemente Ibarra Castanedo, de l'Université Laval de Québec, vont quadriller la zone pendant plusieurs jours. Base sud-est vers sud-ouest. 32 est-nord, 31 pleine face du coin, 33, 34. À deux endroits particuliers de chaque pyramide, on a une différence de température qui est quasiment identique, comme s'il y avait une différence de densité aux deux endroits. Il y a une différence de densité ici, entre là, là-bas et là-bas. Si à certains endroits, le monument a un comportement thermique anormal, si des zones sont plus chaudes ou plus froides que celles des blocs voisins, cela pourrait trahir la présence d'un vide à l'intérieur de la pyramide. Le soleil va arriver sur le haut de la pyramide et va descendre. Et donc, on a programmé le système pour travailler pendant à peu près 2 heures à enregistrer une image toutes les minutes. On commence par Khéops. Alors, recording. On bouge pas, j'enregistre. Acquisition. Là, j'étais sur Képhren. Là, je fais travelling comparatif Khéops-Képhren. Pour percer les secrets de cette pyramide, il faut effectuer des interventions à la fois le jour, la nuit, le matin, le soir. On ne voit pas la même chose à 4 h du matin, à 8 h du matin, ou dans l'après-midi, ou en fin d'après-midi, quand le soleil est rasant. Il y a la notion de temps qui est importante. Là, il y a quelque chose. Là. On monte. Tout est vraiment extraordinaire à l'horizontale des chevrons et sur le côté droit. Là, on a de l'air froid qui sort. Alors, je ne sais pas pourquoi, on a des variations de 6, 8,
voire 10 degrés, alors qu'on est sur une température à peu près homogène, là actuellement de 24 degrés. Donc il y a des choses, il y a des zones bleues très froides. On le voit déjà du bas, de tout en bas, mais là, étant à 15 mètres, on le voit d'une façon beaucoup plus significative encore. En quelques jours, Jean-Claude Barré a décelé de nombreuses anomalies. Mais la plus spectaculaire d'entre elles se trouve là, autour des chevrons de la face nord de Khéops. Ces différences de température révèlent-elles la présence d'une cavité inconnue? De nouvelles mesures de l'infrarouge thermique de la face nord de Khéops sont confiées à Clemente Ibarra Castanedo. Pour augmenter la précision des résultats, de nouveaux instruments vont enregistrer les moindres variations du vent et de la température ambiante. La période d'observation se fait sur des cycles de 24 heures. Malgré le vent violent qui souffle parfois la nuit et les problèmes que rencontre la caméra pour résister aux températures très élevées dans la journée, Clemente parvient à réaliser 3 cycles d'observation complets. Les résultats de cette analyse prolongée confirment la présence d'une anomalie thermique dans la zone des chevrons. Il faut imaginer que quand la pyramide a été terminée il y a 4500 ans, elle était parfaitement lisse, que ces chevrons étaient cachés, donc ils avaient sans doute une vocation structurelle interne. Dans les pyramides, les architectes de l'Égypte ancienne utilisaient les chevrons pour protéger les pièces construites à l'intérieur du bâtiment, pour empêcher que les milliers de tonnes de pierres situées au-dessus ne les fassent s'effondrer. En théorie, des chevrons indiquent donc la présence probable d'une pièce vide en dessous. Nécessairement, architecturalement, on se pose plein de questions. On se dit, mais pourquoi autant de chevrons pour protéger un couloir descendant? En plus, un couloir qui a une pente, ça semble beaucoup de moyens pour un si petit couloir. Donc, ça reste une zone qui pose plein de questions. Donc, quand en plus, Jean-Claude Barré trouve des anomalies thermiques, que Laval confirme ces anomalies thermiques, dit, voilà, là, il va falloir aller beaucoup plus loin. Et on a le couloir descendant. Le couloir descendant n'est pas accessible aux touristes. On peut poser nos plaques, personne ne va pouvoir les toucher. Allons-y, observons. Ici, pas de chauve-souris comme dans la pyramide rhomboïdale. Il faut juste se frayer un passage entre les touristes pour acheminer les précieux films à muons. Munis des indices de la mission infrarouge thermique, ils doivent observer en priorité la zone qui se trouve à l'arrière des chevrons, là où les grands écarts de température détectés suggèrent la présence d'une cavité. Aucune cavité localisée dans la zone derrière les chevrons ne devrait pouvoir échapper à ce dispositif. L'équipe installe aussi des films dans un autre endroit, identifié par la mission comme l'un des meilleurs emplacements au cœur de la pyramide, la chambre de la reine, fermée au public. Le docteur Morishima a amélioré l'émulsion de ses films. Ils sont désormais plus résistants à la chaleur et à l'humidité et peuvent capter des muons pendant plus de 70 jours. Ce positionnement des capteurs de muons au centre de la pyramide est stratégique, car le cône de visibilité englobe une grande partie du tombeau de Khéops, où se trouvent des volumes bien connus comme la Grande Galerie et la Chambre du Roi. Mais l'installation dans la Chambre de la Reine n'est pas terminée. À la demande de l'équipe Scan Pyramids, le docteur Morishima dépose de nouveaux films dans une petite galerie creusée par des pilleurs.
Combinant la myographie de la chambre de la reine avec celle de cette galerie, les scientifiques espèrent non seulement détecter des volumes inconnus, mais aussi les situer dans l'espace. Si l'on place les films à un seul endroit, le champ de vision est restreint. Il est donc plus difficile de distinguer à quelle profondeur se situe l'objet détecté, quelle est sa hauteur. En installant sur 2 endroits distincts, nous pourrons voir depuis 2 angles différents et évaluer la hauteur de ce que nous trouvons. Pendant ce temps, en France, l'équipe prépare la suite des opérations au CEA avec le docteur Sébastien Procureur, spécialiste des particules élémentaires et des muons. Dans les traces fines, tu as 2 types. Tu as celles qui sont un petit peu en zigzag, ça c'est les électrons, et les traces qui sont pratiquement droites, ça c'est des muons. Donc là, il y avait un muon. Sébastien Procureur et ses collègues finalisent la fabrication de 3 télescopes à muons conçus spécifiquement pour cette mission. Ces capteurs ultrasensibles doivent être assemblés à l'abri des poussières dans une salle blanche. Là, il y a un truc là. Si jamais tu as une poussière, un défaut quelque part... Alors, on va essayer de la brûler sans tout démonter. Alors, voilà, faut pas que ça mette le détecteur en court-jus. Ah, parce que ça... Ah oui, d'accord. Ah bah si on le met en court-jus, c'est fini. Ah d'accord. Chaque télescope est équipé de 4 capteurs. Un mélange de gaz à base d'argon circule à l'intérieur et permet de détecter les muons. En cas de fuite, ce gaz peut être dangereux. Par mesure de sécurité, l'équipe décide de positionner les télescopes du CEA à l'extérieur du monument. On va voir 90 degrés, c'est à peu près. C'est à peu près, ouais, c'est ça. C'est déjà énorme. Les prototypes du CEA ont réussi à franchir les contrôles de sécurité de la douane égyptienne. Bon, là pour l'instant ça vise plutôt vers le centre de la pyramide, mais au niveau de la hauteur, en fait, on veut viser l'encoche qui est à peu près aux 2/3 sur l'arête nord-est. Donc il faut qu'on incline au-dessus de l'horizon, là à peu près à 45-50 degrés, et là visuellement on est bon. Les appareils du CEA vont pointer dans un premier temps vers cette mystérieuse encoche dont la raison d'être n'a jamais été expliquée. Pour observer de plus près cette encoche, la mission a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'escalader la pyramide. L'ascension peut être dangereuse, certaines pierres en calcaire s'effritent sous les pas. C'est vrai que c'est pas une mauvaise idée d'être sécurisé quand même. Vu d'ici, l'ampleur du travail accompli par les bâtisseurs de pyramides paraît plus vertigineux que jamais. Derrière la plateforme de l'encoche se trouve une cavité très intrigante d'environ 9 mètres carrés. C'est petit.
À quoi pouvait bien servir cette pièce? A-t-elle été conçue lors de la construction de la pyramide ou façonnée des siècles plus tard? Ça a l'air d'aller assez loin par là. Où ça? Regarde. Par là, vers le haut. Là. Mehdi, Kunihiro et Sébastien se sont munis d'un endoscope pour essayer de voir derrière ces gros blocs. T'arrives à avancer encore? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette pièce, derrière les gros blocs, on voit quand même, enfin entre les gros blocs, on voit des orifices avec des pierres qui sont beaucoup plus petites. On a l'impression qu'il y a certaines voies où on peut aller relativement loin. Donc c'est quand même intéressant d'essayer de voir le plus loin possible, voir ce qui pourrait se cacher derrière, si à nouveau il y a des grosses pierres qui arrivent, s'il y a d'autres structures. Certaines théories architecturales suggèrent qu'il y aurait des couloirs derrière les parois de cette cavité. Quoi qu'il en soit, afin de démontrer leur efficacité, les télescopes du CEA doivent d'abord détecter cette petite cavité. C'est leur test de calibrage. Si d'autres cavités sont présentes dans cette zone, leurs appareils devraient aussi les déceler. Les télescopes seront en place pour plusieurs mois et doivent rester exactement dans la même position, avec la même inclinaison. Au total, l'équipe du CEA installe 3 télescopes dans 2 endroits différents, de part et d'autre de cette arête nord-est. Alors, bouteille plus batterie, il doit faire pratiquement 200 kg. Ils doivent gérer plusieurs problèmes techniques inattendus liés au terrain et à la chaleur qui peut atteindre 45 degrés en milieu de journée. Si le plastique se dilate, en fait, ça va bouger un petit peu. Et à ce moment-là, les instruments, enfin les détecteurs ne sont pas exactement dans la même position et risquent de ne pas pointer toujours dans la même direction avec le temps. Donc pour être plus stable, il faut des renforts. Le mélange gazeux met plus de temps que prévu à se diffuser dans les détecteurs, ce qui inquiète Sébastien Procureur. C'est bizarre ce qui se passe. Donc on l'a allumé, il est sous tension. J'essaye de me connecter depuis mon ordi. Mais ça marche pas, donc c'est pas la peine de le filmer. Après 3 jours, les difficultés techniques sont surmontées. Les premières traces de muons, captées par les télescopes du CEA, s'affichent en temps réel. En fait, chaque point dans l'image représente la trajectoire d'un muon. Donc on a reconstruit à peu près 100 000 muons en 8 heures, sachant que le télescope n'était pas encore complètement en gaz. Le fait qu'on voit déjà la pyramide au bout de 7-8 heures de données, c'est quand même, voilà, on y est. Donc évidemment c'est trop tôt pour essayer de voir encore des choses parce qu'on a très peu de données. Mais au bout de quelques semaines, on va avoir plusieurs centaines de fois la statistique qu'on a ici. Et là, ça va vraiment devenir intéressant. On devrait pouvoir voir des choses. Les scientifiques respirent. Enfin, tout fonctionne. Ils reçoivent alors la visite surprise du ministre des Antiquités, accompagné du docteur Zahi Hawass, désormais directeur du comité d'égyptologues, chargé d'examiner les résultats de la mission. C'est à Sébastien Procureur et à Yasser El-Chayeb, de l'Université du Caire, que revient la tâche délicate de plaider en faveur des technologies déployées par la mission. Et comment je peux être sûr que ce genre de choses peut être exact? On peut dire, ok, ici il y a une cavité parce qu'il y a plus de muons. Et là, il n'y a pas de cavité puisque nous avons moins de muons. Vous êtes du CEA? Oui, nous sommes du CEA. Toute l'équipe est du CEA? Oui, toute l'équipe française est du CEA. Et les autres équipes? Les Japonais sont de Nagoya. Ils sont à l'intérieur de la pyramide. Et eux travaillent avec la première technique? Exactement. Ok. Il faut vraiment que dès que vous aurez les résultats de votre travail ici, vous le présentiez au ministère. Oui. Et le ministère le transmettra au comité.
Et ensuite, là, on réfléchira à ce qu'on pourra dire à propos des résultats. Nous, on n'a pas envie de faire des sbroufs. D'un point de vue scientifique, on est sûr à 99,9% de la validité de cette technique, qu'elle nous dévoilera tout. Mais bien sûr, on a Je n'ai besoin de- jamais... Écoute, ça fait 45 ans que je travaille comme archéologue. La technologie ne m'a jamais rien prouvé de convaincant. Peut-être que Les cette fois- universités de Berkeley et de Einsheim ont fait un gros travail. Ils ont récolté énormément de données sur des pièces dans les pyramides. Mais on a vraiment besoin d'informations très précises cette Oui, oui. fois. Ok. Sinon, vous allez clore définitivement le chapitre de la science et de l'archéologie. Personnellement, je ne crois pas du tout à ce genre de technique. J'espère que je vais me tromper et qu'ils vont me montrer quelque chose de précis. Car tout ce qui a été fait scientifiquement dans les pyramides depuis 100 ans, c'est du vent. Parce qu'on sait très bien que dans la grande pyramide, il y a des cavités. Je pense vraiment qu'il y a encore des chambres cachées à l'intérieur. J'espère vraiment me tromper et que ces techniques nous apporteront des éléments précis. Merci. La visite n'a duré qu'une vingtaine de minutes, mais elle sera relayée par tous les journalistes convoqués pour l'occasion. Face à la pression du comité des égyptologues, la mission se mobilise pour consolider son dispositif. La décision est prise d'installer le détecteur du KEK, la troisième équipe de myographie, dans la chambre de la reine. Afin de permettre à l'équipe du professeur Takazaki d'assembler son appareil, le docteur Morishima a récupéré un premier jeu de film, installé 70 jours plus tôt. Ce dispositif permettra de doubler les résultats de myographie et de les comparer. Une stratégie pour obtenir des résultats scientifiques inattaquables et irréprochables. Nous sommes 6 personnes qui travaillent sur cette machine et sur les analyses. Elles sont très bien formées. Leur expertise est ce qui se fait de mieux au monde, sincèrement. Je n'exagère pas. L'équipe du professeur Takazaki est rodée depuis 20 ans à l'utilisation d'un troisième type d'appareil de myographie appelé scintillateur, parce qu'il fonctionne grâce à un plastique particulier qui scintille lorsqu'il est traversé par un muon. Cette technologie éprouvée a permis de radiographier des réacteurs de la centrale de Fukushima. Le professeur Takazaki s'est rendu sur place et a pu, grâce à ses scintillateurs, localiser les débris nucléaires d'un des réacteurs endommagés. Pour cette nouvelle mission, le professeur Takazaki a construit un scintillateur adapté au volume de la chambre de la reine, un appareil beaucoup plus compact et mobile que les détecteurs qu'il utilise habituellement. Ce qui nous inquiète, c'est s'il y a une coupure d'électricité. À part cela, je trouve que tout se passe plutôt bien. Le scintillateur du KEK va observer lui aussi la partie supérieure de la pyramide. Les deux équipes japonaises vont-elles voir la même chose? Une fois le scintillateur installé, le docteur Morishima replace de nouveaux films à émulsion dans la chambre de la reine. Plus nombreuses seront les données recueillies, plus fiables seront les résultats. À présent, tous les détecteurs des 3 équipes de myographie sont en place.
Le scintillateur du KEK et les films de l'université de Nagoya sont installés au cœur de la pyramide. Et les télescopes du CEA sont braqués sur l'arête nord-est. Il ne faut qu'une milliseconde pour que des milliards de photons forment une image sur une photo. Mais en myographie, il faut plusieurs mois pour obtenir une image, surtout pour une pyramide aussi dense et volumineuse. Il ne reste donc plus qu'à attendre. Attendre que les muons révèlent les secrets les plus intimes de ce vaisseau d'immortalité. Pendant des mois, des étudiants égyptiens formés aux techniques de myographie assurent le contrôle des appareils. Ils transmettent les données à distance et règlent les problèmes de gaz et de connexion Internet. Ils sont les gardiens de ces détecteurs de particules cosmiques. Au bout de ce long temps de prise de données, le marathon des analyses et des résultats peut enfin commencer. Au CEA, on analyse les données des télescopes braqués sur l'arête nord-est de la pyramide de Khéops. Donc ça, c'est l'image qu'on obtient avec le télescope Brake. Donc on a à peu près 3 millions, un peu plus de 3 millions de muons qui ont été reconstruits. Et notamment, on voit relativement bien l'encoche, qui est aux 2/3 de l'arête nord-est. Les télescopes commencent à détecter la cavité derrière l'encoche. Leur technique fonctionne donc parfaitement. Mais ils entrevoient une anomalie au-dessus de cette cavité. Donc ça, on pourrait imaginer qu'il y ait une sorte d'autre encoche ici, peut-être, cachée. C'est possible. Donc à un moment donné, on devrait, s'il y a une autre encoche ici, il y aurait encore plus de muons qui vont s'accumuler pile poil au niveau de l'arête. Voilà. Au bout de 3 mois de prise de données et presque autant d'analyses, Sébastien Procureur confirme que les télescopes du CEA ont détecté une autre cavité à environ 112 mètres de hauteur, une trentaine de mètres au-dessus de l'encoche qu'ils ont visitée. Cette nouvelle cavité est d'un volume similaire à celle déjà connue, soit environ 16 mètres cubes. C'était vraiment une première en fait sur cette mission d'aller détecter des tout petits vides à des distances aussi grandes. La cavité derrière l'encoche ne serait donc pas unique. Ces petits espaces vides auraient bien été conçus lors de la construction de la pyramide. À quoi pouvaient-ils servir? Avaient-ils une fonction architecturale ou un rôle symbolique? Pendant ce temps, à l'université de Nagoya, les premiers films scannés et analysés sont ceux qui ont été posés dans le couloir descendant, derrière les chevrons. Je les ai alignés pour la première fois. Il semble y avoir quelque chose qui se prolonge. Qu'est-ce que ça peut bien être? Si cette forme persiste, même en déduisant l'écart avec la simulation, cela voudrait dire qu'il y a peut-être bien quelque chose à cet endroit. Y a-t-il quelque chose d'anormal dans cette zone derrière les chevrons? La mission infrarouge aurait-elle vu juste? Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, vers le milieu, il semble y avoir quelque chose. L'équipe de Nagoya est perplexe. Le docteur Morishima n'ose pas encore croire qu'il a trouvé quelque chose. Il se rend alors à Paris pour discuter de ses résultats avec ses collègues de la mission Scan Pyramids. Et ça, Benoît, on va lui demander s'il l'a intégré. Tous se concentrent alors sur ce petit surplus de muons indiquant un vide qui ne correspond à rien de connu dans la pyramide.
Les résultats sont comparés au simulateur de Benoît Marini, ainsi qu'à 2 autres simulateurs utilisés en physique des particules. Il passe 3 jours et 3 nuits à analyser et confronter toutes les données et leurs simulations. L'équipe ne veut pas crier victoire avant d'avoir tout vérifié plusieurs fois. Et enfin, ils parviennent à la même conclusion. Nous avons trouvé un grand espace. Yes! Ils ont bien détecté une cavité derrière ces chevrons. Le taux de certitude est de 99,9999%. À la première découverte de Scan Pyramids, faite par l'université Nagoya et le docteur Morishima et son équipe. Et HIP. Eh oui, HIP et l'université de Nagoya. La question maintenant est de trouver une forme qui corresponde à cette anomalie. Donc là, on peut faire des hypothèses 3D en direct. Mais cette première découverte pose de nouvelles questions. Quelle est la forme exacte de cette cavité? De quel type de vide s'agit-il? D'une pièce? D'un couloir? Si c'est le cas, jusqu'où s'enfonce-t-il dans la pyramide? Mais le docteur Morishima a une autre grande nouvelle à annoncer. Les films posés dans la chambre de la reine ont révélé une énorme anomalie. Ici, on peut voir une anomalie supplémentaire. C'est l'anomalie, et l'anomalie, elle va, il la voit quasiment jusqu'au zéro, enfin en termes de... Jusqu'au centre. En termes de longueur, ça fait... On a besoin de vérifier. Pour explorer plus avant, il faut obtenir l'autorisation de placer toujours plus de films à muons dans d'autres endroits de la pyramide. Mais auparavant, l'équipe doit soumettre ses 2 premières découvertes au ministère des Antiquités et au comité d'égyptologues dirigé par le docteur Zahi Hawass. Cela fait 1 an que la mission Scan Pyramids a démarré. C'est l'heure du premier gros bilan. L'équipe doit être convaincante, car elle a besoin de renouveler son autorisation de travailler sur le terrain. Mehdi et Annie décident de présenter les 2 premières découvertes. La cavité derrière les chevrons et la cavité de l'arête nord-est. Mais ils gardent pour eux l'énorme anomalie repérée plus haut dans la pyramide, car les scientifiques n'ont pas encore eu le temps de l'analyser. Et cette fois-ci, la réunion avec les égyptologues se tiendra à huis clos, sans caméra. Pouvez-vous sortir, s'il vous plaît? Bon, ça suffit maintenant. On va commencer la réunion. S'il vous plaît. Au terme de la réunion, la mission est autorisée à continuer son travail sur la pyramide de Khéops. Mais, mauvaise surprise, les 2 découvertes qu'elle a présentées sont qualifiées de simples anomalies. Le docteur Zahi Hawass et le comité d'égyptologues ne sont pas convaincus. La question que nous pose Zahi Hawass et nous posent les autres égyptologues, c'est mais est-ce que finalement ce vide ne serait pas dû à des sous-densités ou un appareillage de pierres qui serait plus petite que d'autres, et en fait ils ne croient pas forcément au vide. Donc on a ce que j'appelle moi l'épisode grosse pierre, petite pierre qui prend un petit peu de temps en fait pour avancer et les convaincre en fait que la myographie permet de valider la présence d'un vide, de valider le volume de ce vide. Néanmoins, forte de sa nouvelle autorisation, l'équipe se redéploie de façon stratégique. Le docteur Morishima place de nouveaux films à côté des blocs de granit et dans le couloir d'Al-Mamoun,
pour déterminer la position exacte de la cavité détectée derrière les chevrons. Mais surtout, il place de nouveaux films dans un boyau creusé par des chercheurs de trésors situé juste avant la chambre du roi. Un positionnement clé qui devrait permettre de visualiser l'énorme anomalie détectée dans la partie supérieure de la pyramide. Cette anomalie est gigantesque. Si les scientifiques confirment que c'est bien une cavité, alors elle pourrait être d'une taille comparable à celle de la Grande Galerie. Aucune théorie n'a jamais imaginé un vide d'une telle dimension à cet endroit. Pour renforcer les résultats du docteur Morishima, Annie Elal et Mehdi Tayoubi demandent au CEA de réorienter leurs 3 télescopes vers le centre de la face nord. L'objectif est que les 3 équipes de muographie confirment bien la présence de cette énorme cavité en l'observant depuis des angles de vue différents, y compris depuis l'extérieur. Ce que les scientifiques ignorent à ce moment-là, c'est qu'il leur faudra encore des mois de travail acharné pour valider cette découverte. Pendant des mois, chaque équipe accumule un maximum de données, travaillant indépendamment les unes des autres pour ne pas s'influencer. À son tour, l'équipe du KEK commence à détecter cette anomalie intrigante. Je ne sais pas encore s'il y a une structure inconnue, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal. Lorsque leurs analyses sont suffisamment avancées, toutes les équipes se retrouvent à Paris et confrontent leurs résultats. En mettant en évidence cette anomalie, on voit apparaître cette forme allongée. C'est-à-dire qu'en observant vers le haut depuis ces 2 endroits, nous avons trouvé une énorme cavité qui s'allonge dans la même direction que la Grande Galerie. Ça, c'est la preuve que nous avons trouvé une grande cavité au-dessus de la Grande Galerie. C'est en déplaçant le scintillateur sur la seconde position que nous avons pu trouver cette nouvelle structure, ce qui confirme les résultats de Nagoya. Alors il faut enlever anomalie, il faut mettre cavité maintenant. Même le CEA de l'extérieur parvient à détecter cette cavité et confirme l'existence de cet immense vide. Les analyses de l'université de Nagoya, du KEK et du CEA sont concordantes et pointent vers le même endroit. C'est la première fois, je pense, que des télescopes arrivent à voir des structures vraiment très internes d'une pyramide en étant situées à l'extérieur. Ils ont trouvé un vide gigantesque d'environ 400 mètres cubes et situé entre 50 et 70 mètres de hauteur. Ce vide est comparable au volume d'un avion de 200 places et mesure au minimum 30 mètres de long. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un super volume de vide ici, équivalent au volume de la Grande Galerie, que peut-être que ce volume est accessible en partant de la face nord, qu'on va peut-être trouver d'autres cavités. Donc j'ai envie de dire, on a trouvé un circuit dans cette pyramide, on a fait des découvertes dans cette pyramide, et on va arrêter de parler de petites pierres et de grosses pierres. On va enfin faire évoluer la coupe de cette pyramide avec d'énormes découvertes. La découverte de cette grande cavité est un véritable succès pour toute l'équipe. Les jeunes scientifiques de Nagoya savourent tout particulièrement cette victoire à Paris. Ils ont travaillé non-stop pendant 2 ans, développé plus de 1000 films à muons et fait plus d'une vingtaine d'allers-retours au Caire. Comme personne n'est entré dans ces chambres depuis 4500 ans, j'aimerais bien qu'il y ait, par exemple, d'anciens papyrus,
Ou bien peut-être la momie du pharaon Khéops. En tout cas, ce qui serait fantastique, ce serait de trouver des objets que personne n'aurait encore jamais imaginés. Avant d'annoncer ses découvertes au monde entier, l'équipe les partage avec l'égyptologue Peter Dermanuelian de l'université de Harvard. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années et ont travaillé ensemble sur la modélisation du plateau de Gizeh, tel qu'il était il y a 4500 ans. Peter, je te présente le docteur Morishima, Kunihiro Morishima. Enchanté. Peter est un égyptologue passionné par les nouvelles technologies, comme l'équipe high-tech de Mehdi est passionnée par l'Égypte ancienne. Ils ont choisi de lui présenter leurs résultats en réalité augmentée. Donc on a un menu. Je vois une zone énorme. Qu'est-ce que c'est? Elle est juste entre 55 mètres et 70 mètres du sol. On va affiner ces résultats. On ne sait pas si cette cavité est horizontale ou inclinée, mais ce que je peux te dire, c'est que cette cavité fait entre 400 et 500 mètres cubes. C'est équivalent à la taille de la grande galerie? C'est une seconde galerie? Incroyable. Maintenant, il faut connaître sa forme, ce qui pourrait nous donner des informations sur sa fonction. Exactement, c'est ce qu'on a fait avec Pierre, avec Benoît, c'est simuler des hypothèses architecturales. À ce stade de leurs analyses, plusieurs hypothèses sont possibles. Une pièce ou plusieurs, horizontale ou inclinée, comme une seconde grande galerie. La seconde grande découverte, c'est ce couloir derrière la face nord. L'équipe a pu déterminer que le couloir derrière les chevrons se trouve entre 17 et 23 mètres au-dessus du sol, et qu'il est soit horizontal, soit ascendant. Notre rêve serait que ces deux découvertes soient connectées entre elles. Donc maintenant la question, c'est quel est le lien entre ces deux découvertes? Super travail. À quoi correspond cette nouvelle cavité? Est-ce qu'elle a une fonction architecturale? Une fonction rituelle ou religieuse? À quoi servait-elle? Est-ce que ce serait un magasin pour l'équipement funéraire? Découvrirait-on alors un mobilier similaire à celui trouvé dans la tombe de la mère de Khéops? Cette pièce est-elle encore intacte, comme l'était la tombe de Toutankhamon lors de sa découverte? Y a-t-il une part de vrai dans la légende décrite dans le papyrus Oueskar? Pourrait-on trouver là des écrits du pharaon Khéops qui nous permettraient d'en savoir plus sur l'époque de l'Ancien Empire? Aujourd'hui, on connaît ce couloir qui part de la face nord de la pyramide. On sait qu'il est à 2 mètres des faces. Peut-être que c'est le moment d'imaginer des méthodes exploratoires. Et nous avons d'ailleurs commencé à essayer d'imaginer des méthodes d'exploration. Jean-Baptiste Mouret, l'un des meilleurs chercheurs au monde en robotique, a rejoint l'équipe Scan Pyramids. Il développe des petits robots qui pourraient s'introduire dans un trou de 3 cm de diamètre seulement. Ces robots caméras pourraient photographier l'espace de la cavité derrière les chevrons, puis l'explorer par la voie des airs. Pour préparer la suite de la mission, l'équipe a aussi développé une expérience en réalité virtuelle permettant d'explorer la 7e merveille du monde et ses nouvelles découvertes. L'avantage de cette mission, c'est pas simplement d'aller connaître ou bien de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la pyramide, mais aussi ça fait avancer les techniques, ça fait avancer la science à la fois aussi. Tout objet, tout écrit que l'on découvrirait dans ces pièces inviolées depuis 45 siècles serait une découverte exceptionnelle. Mais la détection de ces nouvelles cavités est déjà en soi une avancée majeure. C'est la première fois depuis le Moyen-Âge que l'on révèle des structures aussi importantes au cœur de ce monument énigmatique.
Nul ne s'attaque à ce vaisseau de pierre sans être mis à l'épreuve du temps et de la patience. Pourtant, la résolution de l'énigme de Khéops semble plus proche que jamais.